La survie est une danse cruelle, une symphonie où chaque note est dictée par la faim, la peur et l'instinct. Au cœur d'une forêt ancestrale, où les ombres dansent avec les secrets, une confrontation inévitable se prépare. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une proie et de ses prédateurs, mais un miroir tendu vers notre propre humanité, révélant la puissance brute de la nature et les dilemmes moraux qu'elle soulève. Préparez-vous à une immersion profonde dans un récit où la brutalité n'est qu'une facette de la vie, et où la résilience prend des formes inattendues. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. La forêt de chêne rouge, un colosse végétal tapissé de lianes et de mousses séculaires, bruissait d'un murmure éternel, une symphonie grave de feuilles craquantes, de branches gémissantes sous le poids des siècles et du souffle lointain du vent qui sculptait les cimes. Chaque arbre, qu'il soit chêne noueux ou être élancé, portait les cicatrices du temps, des hivers glaciaux qui mordaient jusqu'à l'os aux étés ardents qui desséchaient la terre. Au sol, le tapis de feuilles mortes, humus riche et fertile, recouvrait les roches anciennes comme un velours épais, et l'odeur de terre humide, de résine de pin et de champignons sauvages emplissait l'air, lourde et enivrante. C'était un royaume où la vie et la mort se côtoyaient dans un équilibre précaire, régi par des lois ancestrales, immuables et d'une brutalité magnifique. Le soleil perçait à travers la canopée dense, dessinant des motifs mouvants de lumière et d'ombre sur le sous-bois, créant une atmosphère à la fois sereine et mystérieuse, un piège doré. Mais ce matin-là, la sérénité n'était qu'une illusion fragile, une fine pellicule sur une réalité bien plus âpre. Au cœur de ce sanctuaire boisé, qui avait été son domaine incontesté, une silhouette massive se frayait un chemin avec une détermination douloureuse. C'était Bourru, un sanglier dont la force, la ruse et la résilience étaient légendaires parmi les siens. Son dos, strié de poils rudes et hérissés, ses défenses, jaunies par les années de combat et d'existence sauvage, témoignaient d'une vie menée avec une farouche indépendance, de victoires arrachées et de territoires défendus. Il avait régné sur cette parcelle de forêt, défiant les loups et les ours, traversant les pires tempêtes. Mais aujourd'hui, la puissance qu'il avait autrefois fait roi de son territoire l'abandonnait. Une blessure profonde et purulente, souvenir d'une rencontre malheureuse avec un chasseur et son piège il y a quelques jours, entravait chacun de ses pas. Sa patte arrière gauche traînait, raide et gonflée, chaque appui une torture insoutenable, chaque mouvement une victoire minuscule sur la douleur lancinante qui irradiait à travers tout son corps. Son flanc portait une entaille béante, d'où s'échappait une odeur de sang et d'infection qui, il le savait, le trahissait à chaque instant, appelant ses prédateurs comme un phare funeste dans la nuit. Ses yeux, d'un noir profond et intelligent, balayaient l'environnement avec une vigilance désespérée, cherchant une échappatoire, un miracle. Il avait connu la faim, le froid mordant, les pièges sournois, mais jamais il n'avait ressenti une telle vulnérabilité, une telle certitude d'être au bord du précipice. Chaque respiration était un effort titanesque, chaque battement de cœur une supplique silencieuse pour un répit qui ne viendrait pas. Il cherchait un refuge, un endroit où se cacher, se reposer, peut-être même mourir en paix. Mais la forêt, sa forêt, n'offrait ni paix ni répit aux faibles. Elle était une arène impitoyable, une juge implacable. Soudain, un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Bourru, une alerte primale qui transcendait la douleur physique. Il avait senti leur présence avant même de les entendre, avant même que l'odeur du vent ne porte leur effluve métallique. Une meute. Pas des loups, non. Quelque chose de plus lourd, de plus sombre, de plus implacablement organisé, portant la marque d'une intelligence différente, celle de l'homme. C'étaient les cannes corso, des chiens bâtis pour la force brute et l'endurance inépuisable, des machines de chasse vivantes, dressées par la main de l'homme mais animées par un instinct ancestral de traque et de mise à mort. 10 d'entre eux, une marée sombre et musclée qui se déplaçait avec une efficacité terrifiante à travers le sous-bois, leur corps fuselé et puissant, d'un noir profond ou d'un gris ardoise, se fondaient presque parfaitement dans les ombres mouvantes de la forêt. Leurs mâchoires puissantes, capables de broyer des os, étaient faites pour mordre et ne pas lâcher. Leurs yeux, souvent perçants et intelligents, brillaient d'une lueur de ferveur prédatrice, une détermination froidement calculée. À leur tête marchait Caius, un mâle massif dont la carrure imposait le respect même à ses compagnons. Sa musculature, tendue comme des cordes d'acier, se dessinait sous un pelage luisant. Ses mouvements étaient fluides, presque silencieux, malgré sa taille impressionnante. Il portait une cicatrice sur l'œil gauche, souvenir d'un précédent affrontement avec un adversaire redoutable, qui ajoutait à son aura de chef incontesté. Sous son commandement silencieux, par des signes subtils et une compréhension mutuelle née de l'entraînement et de l'instinct, la meute avançait, les têtes basses, les narines frémissantes, captant chaque effluve, chaque infime indice laissé par leur proie blessée. Ils n'étaient pas animés par la faim pure et simple, du moins pas seulement. Il y avait une discipline, une mission dans leur traque, une satisfaction presque rituelle à accomplir leur tâche avec une perfection mortelle. Ils étaient l'expression vivante de la brutalité contrôlée,
la pointe aiguisée de la volonté humaine projetée dans la sauvagerie de la nature, mais aussi la manifestation d'une force collective redoutable. Leur présence était une menace palpable, une promesse de fin inéluctable. Bourru, l'ancien guerrier de la forêt, comprit alors. Il n'y aurait pas de repos. Il n'y aurait pas d'échappatoire facile. Son destin était scellé. Un gémissement rauque s'échappa de sa gorge, non pas de peur, mais d'une rage sourde et d'une pure frustration face à l'injustice de la situation. Il tenta un dernier sprint désespéré, forçant sa patte blessée à supporter l'insupportable, ignorant les spasmes de douleur qui le transperçaient. Le sang se remit à couler, chaud et visqueux, sur son flanc, marquant la terre de son passage, une carte sanglante de sa détresse. Il fonça à travers les broussailles denses, brisant des branches sous son poids, espérant que la densité de la végétation pourrait au moins un instant ralentir ses poursuivants. Mais la meute était implacable, une ombre mouvante et déterminée. Les aboiements sourds et gutturaux résonnèrent enfin, un chorus lugubre qui se répercutait dans la forêt, annonçant l'imminence du drame, la fin du silence trompeur. Le son de leurs pattes lourdes martelant le sol, le craquement amplifié des brindilles sous leurs pas coordonnés, se rapprochait, implacable, inéluctable. Bourru sentit le vent de leur course derrière lui, la chaleur de leur souffle avidement proche. Le premier chien, un jeune mâle fougueux nommé Brutus, jaillit d'un bosquet, ses crocs découverts, visant l'arrière-train déjà meurtri de Bourru. Le sanglier, malgré sa blessure atroce, fit volte-face avec une rapidité surprenante, ses défenses acérées prêtes à éventrer, son instinct de survie hurlant de défiance. Brutus recula juste à temps, un gémissement d'avertissement à l'intention de la meute, reconnaissant la dangerosité de sa proie même affaiblie. Le cercle impitoyable commençait à se refermer, les silhouettes sombres apparaissant de toutes parts. La brutalité de la nature n'était pas une idée abstraite ici. Elle était palpable, respirante, faite de chair, de muscles et de crocs aiguisés. C'était la fin d'une ère pour Bourru, et le début d'une sanglante leçon pour quiconque oserait observer ce spectacle. La dignité du sanglier, sa fierté indomptable, était mise à l'épreuve face à cette force écrasante et organisée. La forêt, témoin silencieuse et millénaire, semblait retenir son souffle, chaque feuille figée dans l'attente. L'air vibrait d'une tension électrique, celle de l'inévitable, du combat désespéré qui allait redéfinir l'équilibre de cette jungle de verdure. 10 contre 1, la meute de Cannes, Corso massacre un sanglier blessé. La forêt bruise de secrets ancestraux, mais parfois, elle révèle des vérités d'une brutalité insoutenable. Dans ce théâtre impitoyable de la survie, un ancien guerrier de la nature, un sanglier blessé, se retrouve face à une force collective organisée, un défi qui redéfinit l'équilibre même de la vie. 10 contre 1. Une chasse calculée, un destin scellé. Préparez-vous à une immersion crue et réaliste dans un récit où la dignité et la volonté sont mises à l'épreuve, et où chaque instant révèle les leçons impitoyables que la nature, dans sa splendeur comme dans sa cruauté, ne cesse de nous enseigner. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Au cœur d'une forêt ancestrale, où chaque ombre danse avec un secret millénaire, la vie et la mort s'entrelacent dans une danse impitoyable. Aujourd'hui, cette danse prend la forme d'une confrontation inégale, d'un drame silencieux mais assourdissant. Un ancien guerrier, brisé mais indomptable, fait face à une force organisée, une meute de 10 bêtes d'acier et de muscles. C'est l'histoire d'une survie désespérée, d'une dignité farouche confrontée à la brutalité collective, une réflexion poignante sur les lois de la nature et le courage de l'ultime résistance. Dans le sous-bois, les rayons du soleil perçaient à peine la canopée dense, dessinant des taches d'or sur la terre humide. Chaque murmure du vent, chaque craquement de branches, résonnait avec une acuité nouvelle, amplifiant la tension qui planait. Bourru, l'ancien, sentait l'étreinte glaciale de la fatalité. Autour de lui, les silhouettes sombres des Cannes Corso se dessinaient, des statues vivantes de force brute et de détermination implacable. Leur chef, un mâle imposant au pelage ébène, baptisé Cerbère, fixait Bourru de ses yeux perçants, une intelligence froide et une soif primale s'y mêlant. La meute se mouvait avec une synchronisation presque parfaite, chaque chien connaissant son rôle dans cette danse macabre. Bourru, le corps endolori, sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses tempes. Ses yeux injectés de sang balayaient la ligne menaçante des prédateurs. Il voyait leur faim, leur détermination, mais aussi une pointe de respect pour sa stature, sa résistance. Cerbère, lui, incarnait la stratégie brute, l'efficacité sans faille. Il n'y avait pas de haine, juste la loi impitoyable de la survie, gravée dans l'écorce même de cet ancien bois. Le silence se fit plus lourd, la respiration haletante des chiens, le souffle court de Bourru, seuls sont audibles. C'était l'instant suspendu avant l'inévitable, un duel de volonté dans l'arène naturelle. La vérité, dans ces bois anciens,
n'avait rien d'un conte de fées. Elle était faite de crocs, de sang et de la loi inébranlable du plus fort. L'instant d'avant, le silence était un prélude, une promesse de violence. Puis, Cerbère, avec un rugissement guttural qui déchira l'air, donna le signal. La meute se déchaîna. Ce n'était plus une formation ordonnée, mais une vague noire déferlante, chaque canne corso une flèche lancée par la faim et l'instinct. Bourru, malgré sa patte blessée, n'hésita pas. Sa défense acérée balaya l'espace, un avertissement mortel. Le premier chien, un jeune mâle trop impétueux nommé Ombre, fut le premier à sentir la force brute de sa résistance. Un coup de boutoir le projeta en arrière, un gémissement de douleur s'échappant de sa gueule. C'était un petit triomphe, une étincelle d'espoir dans l'ombre grandissante de la défaite, mais la meute était vaste, impitoyable. Avant de vous immerger pleinement dans les profondeurs de ce récit captivant, je vous invite à partager vos pensées. Dans les commentaires ci-dessous, exprimez ce que la lutte acharnée pour la survie dans la nature évoque en vous. Croyez-vous que ces confrontations primales, ces épreuves de force et de résilience, peuvent éclairer nos propres chemins et nous offrir des leçons précieuses sur notre existence? Si cette exploration du monde sauvage résonne en vous et suscite votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucune de ces histoires inspirantes et souvent bouleversantes. Avant de vous immerger pleinement dans les profondeurs de ce récit captivant, je vous invite à partager vos pensées. Dans les commentaires ci-dessous, exprimez ce que la lutte acharnée pour la survie dans la nature évoque en vous. Croyez-vous que ces confrontations primales, ces épreuves de force et de résilience, peuvent éclairer nos propres chemins et nous offrir des leçons précieuses sur notre existence? Si cette exploration du monde sauvage résonne en vous et suscite votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucune de ces histoires inspirantes et souvent bouleversantes. Ce petit triomphe fut de courte durée. Cerbère, furieux de l'impulsivité d'Ombre, le rappela à l'ordre d'un grognement sec. La meute, un instant désorganisée, se reforma, plus prudente, plus méthodique. Bourru, son souffle lourd, sentait la fatigue s'insinuer dans ses muscles meurtris. Chaque pas était une souffrance, chaque mouvement un défi à la douleur. Mais ses yeux, ardents, refusaient de céder. Il savait qu'il n'y aurait pas de répit, pas de miséricorde. La danse macabre reprenait, un ballet cruel où la ruse collective se heurtait à la dignité désespérée d'un seul. Le doute s'était immiscé dans l'esprit des plus jeunes chiens, mais la volonté de faire de Cerbère les poussait en avant, vers l'inévitable confrontation finale. La tension s'épaississait, imprégnant chaque brin d'herbe et chaque feuille tremblante. Bourru, son corps martyrisé, sentait la vie s'échapper goutte à goutte, mais son esprit, lui, refusait de plier. Ses yeux, voilés par la douleur, dardèrent un défi farouche vers Cerbère, une dernière flamme de fierté dans le gouffre de l'épuisement. Il était le sanglier solitaire, le survivant d'innombrables combats, et même face à cette meute implacable, il ne concéderait pas sa faim sans une résistance acharnée. Ses souvenirs de jeunesse, de liberté à travers les sous-bois, de rudes hivers surmontés, alimentaient cette dernière étincelle de vie, lui rappelant la valeur inestimable de chaque instant. Cerbère, le leader inébranlable, observait cette détermination avec une froide admiration. Il comprenait la force d'un tel adversaire, mais la fin de sa meute était une loi supérieure. Ses grognements sourds maintenaient les jeunes chiens, telle ombre qui léchait encore sa blessure, dans une discipline de fer. Il devait apprendre que la victoire n'était pas une question de rapidité, mais de patience et d'épuisement. La forêt, témoin millénaire, se drapait dans le crépuscule. Les chênes ancestraux projetaient des ombres menaçantes, et le vent portait les murmures d'une tragédie imminente. C'était un décor grandiose et impitoyable, où la beauté sauvage côtoyait la brutalité crue de la survie. Chaque souffle de Bourru, chaque mouvement des cannes corso, était une note dans cette symphonie macabre, annonçant le dénouement inéluctable d'un duel dicté par les lois ancestrales de la nature. La scène était prête pour la suite, un moment où la volonté et l'instinct se heurteraient avec une violence primale. La forêt, dans son silence séculaire, retenait son souffle. Chaque ombre s'allongeait, transformant les chênes ancestraux en sentinelles muettes d'un drame imminent. Bourru, le sanglier solitaire, incarnait la fierté blessée de la nature. Ses flancs ruisselants de sang, chaque fibre de son être criait la douleur, mais ses yeux, d'un noir profond, lançaient un défi incandescent. Il était le dernier rempart contre l'inéluctable. Face à lui, Cerbère, le chef des cannes corso, masse sombre et musclée, observait. Ses yeux ambrés trahissaient une intelligence calculatrice, une volonté implacable. Il était le prédateur par excellence, maître d'une meute affamée. Ombre, le jeune chien, léchait sa patte blessée, tiraillé entre crainte et excitation. La dignité solitaire face à la puissance collective, la lutte pour la vie contre l'impératif de la survie de la meute, le spectacle de la brutalité naturelle était sur le point de culminer. La traque reprit, un ballet macabre sous les ombres mouvantes.
Cerbère lança ses troupes, mais Bourru, malgré ses blessures béantes, trouva une force insoupçonnée. D'un mouvement désespéré, il se jeta dans un fourré dense, ses défenses balayant l'air, évitant de justesse les crocs d'un jeune mâle trop audacieux. Ce répit fugace sema un instant de doute. Les chiens, épuisés par l'effort et la résistance obstinée de leur proie, hésitaient. Ombre, sa patte endolorie, sentait une étrange admiration se mêler à sa faim, une connexion primitive avec la volonté de survie de l'adversaire. Mais Cerbère, un grognement profond résonnant dans la forêt, refusa tout fléchissement. L'épreuve ne faisait que commencer. Malgré sa patte arrière qui traînait, Bourru trouva un rocher abrupt pour appuyer son flanc exposé, transformant sa vulnérabilité en une forteresse temporaire. La meute de Cerbère tournait autour de lui, cherchant une faille, mais la bête blessée était un mur de rage et de douleur, ses défenses prêtes à frapper. L'impatience montait chez les jeunes chiens. Cerbère, d'un grognement profond, rappela à l'ordre ombre, dont le regard fuyait vers la dignité farouche de Bourru, une étincelle de doute dans ses yeux. Un jeune mâle, Arès, tenta une approche latérale audacieuse, mais une charge fulgurante du sanglier le renvoya, hurlant, vers la périphérie de la meute, le flanc éraflé. Ce fut un petit triomphe pour Bourru, un instant où la survie semblait encore possible, même face à l'implacable supériorité numérique. La résistance inébranlable de Bourru commença à sculpter une faille dans la détermination monolithique de la meute. Le jeune ombre, dont la patte blessée le tenait légèrement à l'écart du cercle de mort, observait la dignité farouche du sanglier. Il ne voyait plus seulement une proie, mais un esprit indomptable, une flamme que même la douleur ne pouvait éteindre. Cette confrontation n'était plus une simple chasse, elle devenait une leçon brute, une remise en question silencieuse de la hiérarchie implacable de la savane. Un murmure d'hésitation parcourut les rangs, une question silencieuse sur la nature de leur propre force. Cerbère sentit ce fléchissement, ce nouveau défi, non pas de Bourru, mais de l'hésitation qui naissait au sein même de sa meute. C'était un moment de vérité, où la brutalité de la survie rencontrait une conscience naissante. Ombre, désormais, ne voyait plus un adversaire, mais un reflet de sa propre lutte, une âme indomptable. Sa patte blessée n'était plus la seule raison de son retrait. Une barrière invisible s'était érigée, une répugnance nouvelle a participé au massacre. Cerbère, sentant cette fissure dans la cohésion de la meute, fixa le jeune chien d'un regard perçant, un avertissement silencieux. Mais Ombre, pour la première fois, ne détourna pas les yeux. Un imperceptible frémissement traversa la meute. Le chef avait perçu le défi, non dans un grognement, mais dans un simple regard, et cet instant de rébellion silencieuse commença à réécrire, sans un mot, les lois brutales de leur monde. Le rugissement de Cerbère déchira l'air, un commandement brutal qui balaya l'hésitation. La meute, galvanisée par la fureur de son chef, se jeta dans l'assaut final. 10 corps puissants, une vague sombre de crocs et de muscles, convergèrent vers Bourru. Le sanglier, sentant la fin approcher, ne recula pas. Un grognement rauque, plus défi que peur, s'échappa de sa gorge. Il fonça, ses défenses brisées mais toujours mortelles, visant le premier assaillant. Le choc fut terrible, un tourbillon de poussière, de cris de douleur et de fureur. Au milieu du chaos, Ombre, incapable de bouger, vit la dignité de Bourru vaciller, puis un éclair de terreur traverser ses yeux. La brutalité avait repris ses droits, impitoyable. Dans un ultime élan de désespoir, Bourru abattit sa tête, ses défenses ébréchées déchirant l'épaule d'un des jeunes chiens, qui s'effondra en gémissant. Mais ce fut sa dernière victoire. Cerbère, avec la précision impitoyable d'un prédateur chevronné, saisit la gorge du sanglier tandis que les autres chiens s'acharnaient sur ses flancs et ses pattes. Le monde bascula dans une cacophonie de grognements, de déchirements et d'un silence final, lourd de sens. Le corps massif de Bourru s'affaissa, sa résistance farouche s'éteignant sous le poids écrasant de la meute. Le chef, dominant sa proie vaincue, laissait échapper un grondement de triomphe, réaffirmant son leadership et la loi immuable de la force brute. Ombre, le cœur serré, sentit la victoire amère de cette vérité primale. Le silence qui suivit la chute de Bourru n'était pas un simple vide, mais un linceul pesant, imprégné du sang et de la dignité bafouée. Cerbère, campé sur sa victoire, affirmait la loi immuable de la force, un message brutal gravé dans la chair de sa proie. Mais pour Ombre, le tableau était une révélation douloureuse. La survie n'était pas qu'une question de puissance, mais aussi de conscience. La vie du sanglier, arrachée avec tant de violence, avait allumé en lui une étincelle de compréhension. La vraie force résidait peut-être aussi dans la capacité à voir au-delà de la proie, à reconnaître la valeur de chaque existence. La savane, sous les yeux du jeune Cane Corso, n'était plus seulement un champ de bataille, mais une toile complexe où la brutalité cohabitait avec une sagesse plus profonde, une leçon que son cœur meurtri venait d'apprendre. Le silence qui suivit la chute de Bourru n'était pas un simple vide, mais un linceul pesant, imprégné du sang et de la dignité bafouée. Cerbère,
camper sur sa victoire, affirmer la loi immuable de la force, un message brutal gravé dans la chair de sa proie. Mais pour Ombre, le tableau était une révélation douloureuse. La survie n'était pas qu'une question de puissance, mais aussi de conscience. La vie du sanglier, arrachée avec tant de violence, avait allumé en lui une étincelle de compréhension. La vraie force résidait peut-être aussi dans la capacité à voir au-delà de la proie, à reconnaître la valeur de chaque existence. La savane, sous les yeux du jeune Cane Corso, n'était plus seulement un champ de bataille, mais une toile complexe où la brutalité cohabitait avec une sagesse plus profonde, une leçon que son cœur meurtri venait d'apprendre. Ce jour-là, au-delà du triomphe sanglant de Cerbère, une transformation silencieuse s'était opérée. Ombre, marqué à jamais par l'indomptable esprit de Bourru, portait désormais en lui la graine d'un questionnement. La meute avait gagné une bataille, mais Ombre avait découvert une vérité plus vaste. La puissance physique était éphémère, tandis que la dignité et la conscience pouvaient transcender la mort elle-même. Dans le regard du jeune Cane Corso, la savane voyait naître non pas un simple prédateur, mais un gardien d'une sagesse nouvelle, prêt à réécrire, un jour, les règles ancestrales de la survie, non par la force brute, mais par la compréhension et le respect. Le souvenir de Bourru allait devenir un murmure éternel, une leçon silencieuse au cœur même de la brutalité du monde. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie. Au-delà des rugissements et des silences, la savane continue d'offrir ses leçons implacables. Chaque drame, loin d'être une simple répétition, sculpte des destins uniques, des âmes transformées. Les contrastes y sont poignants, la brutalité de la survie, la tendresse inattendue, la cruauté des lois naturelles et la dignité de ceux qui les affrontent. Dans ce ballet incessant, une connexion invisible lie chaque créature, un fil d'émotion et de survie qui renforce le lien entre la bête et l'observateur. Car c'est là, dans cette authenticité brute, que se trouve la véritable sagesse, éternelle et inaltérable. Au cœur d'une toundra impitoyable, où chaque flocon de neige porte le poids de la survie, les lois de la nature se révèlent dans leur splendeur la plus cruelle et la plus juste. Deux destins se croisent, celui d'un vieux mâle dominant, dont la sagesse est mise à l'épreuve par le déclin de sa force, et celui d'un jeune prétendant, dont l'ambition menace l'équilibre ancestral. Cette histoire brute et glaciale explore les défis du leadership, la force de l'héritage et la danse implacable entre la vie et la mort, là où seule la vérité des éléments persiste. Le règne de glace. Avant de vous aventurer dans les vents mordants de cette toundra impitoyable, dites-nous, face à la brutalité inévitable de la nature, où réside la véritable force? Est-ce dans le déclin et la sagesse accumulée, ou dans l'ambition féroce et la soif de pouvoir? Pensez-vous que ces affrontements glaciaux entre l'héritage et la nouveauté peuvent éclairer les combats de notre propre existence, nous révélant des vérités sur le leadership et la survie? Si cette exploration des contrastes entre la vie et la mort, l'ancien et le nouveau, vous interpelle, abonnez-vous pour ne pas manquer les révélations que le règne de glace a à offrir. Le règne de glace. La toundra. Un manteau blanc infini, déchiré par le vent glacial qui hurlait sans fin sur les crêtes dénudées. Ici, chaque souffle était une lutte, chaque lever de soleil une promesse incertaine. Le froid mordait les os, s'infiltrait sous les fourrures les plus épaisses, rappelant à chaque instant l'implacable tyrannie de la nature. C'était un monde d'une beauté à couper le souffle, avec ses aurores boréales dansant comme des esprits éthérés, ses étendues immaculées s'étendant à l'horizon, mais aussi un monde où la moindre erreur pouvait coûter la vie. Les étendues gelées étaient un testament silencieux aux innombrables existences qu'elles avaient englouties, des âmes perdues dans l'étreinte mortelle du Grand Blanc. Au cœur de ce royaume de glace régnait Boréal, un loup gris aux yeux d'ambre, dont la fourrure, autrefois d'un gris anthracite lustré, portait désormais les marques de l'âge et d'innombrables batailles. Son corps puissant était constellé de cicatrices, chacune racontant une histoire de courage, de douleur et de survie. Sa démarche, autrefois fière et inébranlable, avait acquis une légère raideur, surtout après les longues nuits de chasse ou les jours de tempête. Boréal n'était pas seulement un chef, il était l'âme de sa meute, un pilier de sagesse et d'expérience dont la présence seule suffisait à rassurer les siens. Il avait mené sa famille à travers des hivers sans fin, déjoué des prédateurs rivaux et trouvé des proies là où d'autres auraient abandonné. Mais le poids des années se faisait sentir. Ses crocs, jadis acérés comme des lames, commençaient à s'émousser, et ses muscles, bien que toujours puissants, ne répondaient plus avec la même fulgurance. Dans ses yeux profonds, une mélancolie discrète se mêlait à la détermination, le reflet d'une sagesse acquise au prix de tant de pertes, et la conscience amère que son règne, aussi glorieux fût-il, touchait inévitablement à sa fin.
Il ressentait la faim d'une manière différente maintenant, pas seulement dans son estomac, mais dans la nécessité de préserver son héritage, de préparer sa meute à un avenir sans lui. C'était une lutte intérieure, silencieuse mais féroce, contre le temps lui-même, une bataille que même le plus grand des loups était destiné à perdre un jour. Puis il y avait Arcto, jeune, ardent, et d'une force brute qui défiait son âge. Sa fourrure d'un blanc pur le distinguait, presque un défi aux ombres de la toundra. Ses yeux, d'un bleu glacial, brûlaient d'une ambition dévorante, une faim de prouver sa valeur qui le consumait. Arcto était un chasseur né, d'une rapidité et d'une agilité stupéfiantes, capable de renverser un élan solitaire avec une facilité déconcertante. Il respectait Boréal pour sa sagesse et son passé, mais il ne comprenait pas la patience, la prudence, les hésitations. Pour Arcto, la toundra était un terrain de jeu où la force brute devait toujours triompher. Il voyait la légère raideur de Boréal, la lenteur de ses réflexes lors d'une chasse récente, et il lisait un signe, un appel à la relève. Il était le futur, il le savait, et chaque fibre de son être aspirait à prouver sa valeur, à prendre sa place au sommet de la hiérarchie. Il ne cherchait pas à blesser Boréal, mais à le surpasser, à le remplacer. Son respect était teinté d'une impatience grandissante, une frustration face à ce qu'il percevait comme une inertie dangereuse, un frein à la puissance collective de la meute. Le moment marquant de la brutalité de la nature survint lors d'une chasse particulièrement ardue. Le blizzard s'était levé sans prévenir, transformant le paysage en un tourbillon aveuglant de neige et de vent. La meute, affamée depuis plusieurs jours, avait repéré un troupeau de caribous affaiblis par la tempête. Boréal, malgré ses douleurs, avait mené l'attaque avec la stratégie habituelle, tentant d'isoler le plus vulnérable. Mais le vent hurlait, rendant la communication impossible, et le froid engourdissait les membres. Un jeune caribou, blessé à une patte, s'était retrouvé séparé du troupeau, offrant une cible tentante. Boréal avait ordonné la patience, sentant un piège, ou peut-être une faiblesse dans la meute elle-même face à ces conditions extrêmes. Mais Arcto, poussé par son instinct de jeune mâle et la faim brûlante, avait ignoré l'ordre. Avec une audace insensée, il avait foncé, suivi par quelques jeunes loups impatients, avides de prouver leur courage. La scène qui suivit fut d'une cruauté déchirante. Le caribou blessé, acculé, se défendit avec une rage désespérée, ses bois balayant l'air gelé. Arcto, malgré sa force, fut pris au dépourvu par la férocité de l'animal. Un coup de sabot puissant le projeta au sol, le laissant grogner de douleur. C'est à ce moment que Boréal, malgré son âge, intervint avec une rapidité surprenante, détournant l'attention du caribou, permettant à Arcto de se relever. Mais le prix fut lourd. Tandis que le caribou finissait par succomber sous les assauts combinés des autres loups, Boréal resta en retrait, la patte avant ensanglantée, une entaille profonde juste au-dessus du coude. La blessure n'était pas mortelle, mais elle était un rappel brutal de sa vulnérabilité croissante, de l'érosion de sa domination physique. Il regarda Arcto, qui le fixait avec un mélange de respect nouveau et de remords maladroit. Le jeune loup avait vu la sagesse du chef se manifester malgré sa propre insubordination, mais il avait aussi vu le sang, la preuve que même le plus grand des chefs pouvait saigner. La toundra avait réclamé son dû, non pas en vie, mais en dignité, en confiance, en un fragment de l'aura de Boréal. La meute, bien qu'ayant festoyé, était silencieuse, chacun comprenant la gravité du moment. La survie avait été assurée, mais à quel prix pour l'équilibre de leur monde? Dans les profondeurs d'une forêt ancestrale, où les ombres dansent avec les rayons du soleil filtré, une tragédie animale est sur le point de se jouer. 10 silhouettes massives, la musculature tendue sous leur robe noire de canne corso, traquent sans relâche. Leurs yeux, des braises ardentes, sont fixés sur une proie infortunée. Un sanglier colossal, mais blessé, son flanc déchiré par une rencontre antérieure. Il halète, son souffle s'accrochant à la vie, tandis que l'instinct de survie se heurte à la supériorité numérique et à la fureur implacable de la meute. Le silence n'est rompu que par le crissement des feuilles et le grondement sourd qui monte des gorges des chiens, annonçant l'inévitable. Soudain, le souffle haletant du sanglier fut coupé par un déferlement de fureur. Les 10 cannes corso se lancèrent simultanément, une vague noire de muscles et de crocs. Le sanglier, titubant, poussa un rugissement de défi, ses défenses acérées décrivant des arcs désespérés dans l'air. Mais c'était un combat inégal, une danse macabre où la force brute de la meute ne laissait aucune chance. Les chiens encerclèrent leur proie, mordant, tirant, leurs mâchoires d'acier s'accrochant à la chair déchirée. Les cris déchirants de l'animal blessé se mêlèrent aux grognements victorieux, emplissant la forêt d'une symphonie de brutalité. En quelques instants, la bête imposante s'effondra, sa résistance anéantie, le sol s'imprégnant d'un sang chaud et tragique. La loi impitoyable de la nature venait de s'accomplir, crue et sans concession. 10 contre 1, la meute de cannes corso massacre un sanglier blessé. La forêt, maintenant silencieuse sauf pour le déchirement de la chair,
devint le théâtre d'une nouvelle sorte de lutte. Les 10 cannes corso, leurs mufles maculés de sang, se disputaient la carcasse du sanglier. Ce n'était plus la chasse unie, mais une compétition féroce pour les meilleurs morceaux. Un mâle dominant, appelé Titan, dont la cicatrice sur l'œil droit témoignait de nombreuses batailles, grogna férocement, repoussant les plus jeunes. Mais un autre, Ombre, plus agile et subtil, cherchait déjà à contourner la vigilance du chef, ses yeux brillant d'une ambition silencieuse. La satisfaction de la victoire laissait place à la hiérarchie brute, un rappel que même dans l'abondance, la loi du plus fort persistait. 10 contre 1, la meute de Cannes, Corso massacre un sanglier blessé. La forêt, naguère le théâtre d'une chasse impitoyable, respirait désormais le souffle lourd et métallique du sang fraîchement versé. Les rayons du soleil, filtrant à travers la dense canopée, dessinaient des arabesques d'ombre et de lumière sur le tapis de feuilles mortes, mais ils ne pouvaient dissiper l'atmosphère oppressante qui pesait sur ce lieu. C'était une beauté sauvage, impitoyable, où chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'oiseau lointain, était un rappel de l'implacable loi de la nature. Ici, les instincts primaires régnaient en maître, dictant chaque geste, chaque grognement, chaque morsure. Au milieu de cette scène d'une brutalité crue, 10 silhouettes massives de cannes corso se disputaient les restes imposants du sanglier. Leurs robes d'un noir d'encre, autrefois lustrées par le soin humain, étaient maintenant souillées de terre et de sang, leurs mufles robustes maculés, leurs yeux sombres et profonds, habituellement si expressifs d'une loyauté inébranlable, brillaient d'une fin atavique. La victoire avait été totale, écrasante, mais elle n'avait fait qu'ouvrir la porte à une nouvelle forme de conflit, une danse ancestrale de pouvoir et de survie au sein même de la meute. Titan, le mâle dominant, était l'épicentre de cette tension. Son corps puissant, forgé par d'innombrables défis et victoires, était une incarnation de la force brute et de l'autorité. Une cicatrice pâle, un trait d'honneur et de souffrance, courait au-dessus de son œil droit, un mémento silencieux des batailles passées qui avaient cimenté sa position. Il se tenait au-dessus de la carcasse, un gardien farouche, ses grognements sourds et gutturaux résonnant comme des tambours de guerre, avertissant quiconque oserait défier son droit de premier. Pour Titan, cette scène n'était pas seulement un festin, c'était une épreuve. Il portait le poids de la meute sur ses larges épaules, la responsabilité de maintenir l'ordre, de distribuer les richesses avec une justice primitive mais nécessaire. Son dilemme était déchirant, satisfaire sa propre faim pressante tout en assurant que la cohésion du groupe ne se désintègre pas sous la poussée de l'avidité. Il devait être à la fois le chef nourricier et le tyran impitoyable, un équilibre précaire qui menaçait de l'épuiser. La lassitude se lisait parfois dans le fond de ses yeux, une compréhension silencieuse du fardeau incessant que représentait le pouvoir. À l'opposé de la force manifeste de Titan se trouvait Ombre, une femelle d'une intelligence et d'une agilité exceptionnelles. Son nom était un écho parfait de sa nature. Elle se mouvait avec une discrétion troublante, une présence presque évanescente qui lui permettait d'observer sans être remarquée. Ses yeux, d'un ambre profond, ne manquaient jamais le moindre signe de faiblesse ou d'opportunité, scrutant les dynamiques complexes de la meute. Ombre n'avait pas la musculature écrasante de Titan, mais sa ruse était une arme tout aussi redoutable. Tandis que les autres jeunes mâles, comme Brutus, un impulsif à la gueule souvent trop ouverte, s'agitait bruyamment, cherchant à s'imposer par la confrontation directe, Ombre attendait. Elle étudiait les mouvements de Titan, les failles infimes dans sa vigilance, les moments où un morceau de viande juteux pourrait être arraché sans provoquer sa fureur. Sa motivation dépassait la simple faim. Elle nourrissait une ambition silencieuse, une soif de reconnaissance et d'influence qui la poussait à défier subtilement les limites de la hiérarchie. Elle cherchait à sculpter sa propre place, non par la force brute, mais par l'astuce et la persévérance, une voie plus périlleuse mais potentiellement plus durable. Son dilemme était constant. Jusqu'où pouvait-elle pousser son audace sans risquer le bannissement ou la blessure? Chaque repas était un échiquier, chaque mouvement une stratégie. Autour d'eux, les autres cannes corso formaient un tableau vivant des différentes facettes de la meute. Il y avait Luna, une femelle plus âgée, dont le regard portait la sagesse des années, cherchant à apaiser les tensions, à guider les plus jeunes sans jamais défier ouvertement l'autorité de Titan, une sorte de médiatrice tacite. D'autres, plus jeunes et moins expérimentés, oscillaient entre la peur de Titan et l'irrésistible appel de la faim, leurs grognements incertains et leurs mouvements hésitants trahissant leur inexpérience. La brutalité de la nature, dans ce contexte, ne se limitait pas à la mise à mort du sanglier. Elle s'incarnait dans chaque micro-interaction, dans chaque échange de regards, chaque coup de patte qui réaffirmait la loi du plus fort et la structure impitoyable de leur société. C'était un rappel déchirant que même après la victoire la plus sanglante, la lutte pour la survie ne s'arrêtait jamais, elle se transformait simplement. La forêt, témoin impassible, semblait murmurer une leçon ancienne. Le pouvoir est un fardeau, la faim une force motrice, et la survie, qu'elle soit individuelle ou collective, exige un prix constant, payé en vigilance, en force et parfois en sacrifice personnel. C'est dans ce théâtre de chair et de sang, de pouvoir et d'ambition, que le véritable drame de la meute allait se déployer, sous le regard indifférent des arbres séculaires.
Le moment était venu de voir si leur force collective pouvait résister à la pression interne de leurs propres instincts, ou si la brutalité de leur victoire les consumerait de l'intérieur.